Imaginez un instant, et si demain, on vous confiait 100 000 ou 200 000 euros à trader, pour vous seul, pensez-vous que vous sauriez en profiter? Dans cette vidéo, on va vous apprendre à répondre oui à cette question. Les propres firmes, elles offrent cette opportunité depuis plusieurs années maintenant, mais beaucoup échouent, faute de comprendre leur fonctionnement. J'ai généré des centaines de milliers d'euros en propre firme, et aujourd'hui, je vous fournis un guide complet pour comprendre comment aborder et réussir son aventure en propre firme. Avant de commencer, je pense que le plus important, c'est que vous compreniez à quel problème les propres firmes répondent. On avait déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo, et on va essayer de le voir sous un autre axe. On va prendre deux personnes avec des niveaux équivalents en trading. Monsieur A, qui possède un compte de trading de 1000 euros, et Monsieur B, qui possède un compte de trading de 200 000 euros. Ces deux traders, ils ont exactement la même stratégie de gestion du risque. 1% par trade. En gros, ils misent 1% de leur capital à chaque position. Ces deux traders, ils viennent de clôturer une position gagnante. Ils génèrent 3% de bénéfices sur leur capital. Pour exactement le même niveau de risque et les mêmes compétences, Monsieur A réalise un gain monétaire de 30 euros et Monsieur B réalise un gain monétaire de 6 000 euros. Un des gains permet de vivre. 6 000 euros, ça paye des factures, ça paye un loyer, ça paye tout ce dont on a besoin techniquement. À l'inverse, on ne peut rien faire avec 30 euros aujourd'hui. Un trader est donc récompensé bien plus que l'autre pour le même niveau en trading. Et ça, en fait, les gens n'ont pas conscience que c'est la raison pour laquelle 95% des traders débutants perdent de l'argent en trading. Parce que la suite de cet exemple, c'est quoi? C'est que Monsieur B, il a aucun souci à rester à 1% de risque, car il génère des revenus qui lui suffisent largement. A l'inverse, Monsieur A comprend rapidement que 30 euros, ce n'est pas assez. Et la réponse naturelle à ça, c'est l'augmentation du risque. Monsieur A va donc miser 20% de son capital plutôt qu'1%. Maintenant, pour la même position, il générera 600 euros. Et naturellement, il y a un écart qui se creuse avec Monsieur B. Parce que Monsieur B, il aura 100 trades, donc 100 essais, avant de voir son capital diminuer à zéro. Monsieur A, lui, il en aura 5 avec cette gestion du risque. Je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Tout le monde peut perdre 5 trades d'affilée en trading, même des professionnels. Et quand on est débutant, encore plus. Donc globalement, je laisse pas plus de 10 jours d'espérance de vie au compte de trading de Monsieur A. Les propres firmes, elles règlent ce souci en permettant à Monsieur A d'obtenir le même capital que Monsieur B pour des sommes infiniment plus petites. Globalement, voilà les deux conclusions à garder en tête si vous songez à devenir trader. La première, c'est que le capital ne reflète aucunement les compétences. La deuxième, qui suit la première, c'est qu'un bon trader peut passer à côté de sa vocation par manque de capital. Parce qu'un bon trader peut se dire que réaliser 2% dans le mois sur 1000 euros, c'est nul, parce que 2% dans le mois, ça fait 20 euros. Donc quand on regarde l'aspect monétaire, c'est pas beaucoup. Mais par contre, la performance, elle est là. Maintenant que vous avez l'idée du problème que résout les propres firmes, on peut parler de leur mode de fonctionnement, faire un focus sur l'entreprise plus que sur le problème qu'elle résout. Pour être bref, une propre firme, c'est une société de financement qui met son capital à disposition des traders pour qu'ils puissent spéculer sur les marchés financiers et générer des profits. Souvent, 20% des profits reviennent à la propre firme et 80% des profits reviennent aux traders. Ça revient à ce qu'on vient de voir dans notre partie précédente. Mais pour atteindre ce compte financier, les propres firmes souhaitent d'abord tester vos compétences parce qu'on ne prête pas 200 000 euros ou 100 000 euros à n'importe qui. Donc elles vont vous faire passer un challenge. Dans ce challenge, vous allez avoir de nombreuses règles. X% de profit à générer, X% de drawdown maximum, X% de drawdown quotidien. Est-ce que vous êtes autorisé ou non à trader sur les annonces économiques? Est-ce que vous êtes autorisé ou non à trader le week-end? Et pour certaines propres firmes, d'autres règles encore. Et si vous arrivez à réussir ce challenge en respectant toutes les règles qui vous sont imposées, bravo à vous, vous obtenez un compte financier. Ça peut être 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros ou plus. Et vous pouvez maintenant trader sur ce compte pour obtenir vos bénéfices à vous. C'est aussi simple que ça. Techniquement, on pourrait en rester là pour la définition d'une propre firme, mais je trouve que c'est intéressant de se concentrer sur la partie un petit peu plus cachée. En vérité, les propres firmes, elles sont pas aussi saines que l'on pense. Ça n'empêche pas du tout de générer des profits en trading dessus, mais c'est important de comprendre la réalité du marché derrière ces entreprises. Je pourrais probablement en faire une vidéo dédiée, mais le business model des propres firmes n'est pas exactement celui qu'on croit. Elles diront toutes que leur but, c'est de générer des revenus grâce aux profits réalisés par les traders compétents, mais la réalité, elle est tout autre. Une propre firme, pour un trader, ça va toujours commencer par le paiement d'un challenge. Ce challenge, il peut ensuite être réussi ou être perdu. Dans le cas où il est réussi, le trader obtient son compte financier, peut trader dessus et générer des bénéfices qui reviendront en minorité à la propre firme et en majorité au trader. Si le challenge est perdu par contre, le paiement initial du challenge n'est pas récupérable pour le trader et va directement dans les poches de la propre firme. Vous le comprenez, les propres firmes se rémunèrent à 99% des challenges échoués par les traders incompétents. C'est un peu l'ironie du sort, parce qu'elles sont censées se rémunérer grâce aux traders rentables et elles le vendent comme ça, mais elles gagnent finalement leur argent grâce aux plus mauvais traders. C'est encore plus vicieux que ça parce que si vous êtes un trader compétent et que vous réussissez à sortir des bénéfices en propre firme, vous faites perdre de l'argent à la propre firme. Pourquoi? Parce que les comptes propres firmes financés qui sont attribués aux traders compétents et les comptes issus des challenges également ne sont pas des comptes réels, mais des simulations que vous gagnez ou que vous perdiez vos challenges. La vraie vie, c'est qu'aucun de vos ordres ne sont passés sur le marché. On en parlera un petit peu plus tard. J'ai remonté 2-3 conditions d'utilisation de certaines propres firmes pour vous le prouver. Est-ce que pour autant on ne peut pas générer d'argent sur les propres firmes? Non, c'est absolument pas ce que je dis. Les traders qui génèrent des revenus reçoivent
recevront leur paiement et techniquement pour eux, tout ce mécanisme, il sera invisible. Mais les propres firmes, elles reçoivent directement l'argent des challenges perdus. C'est quasiment 100% de marge pour une propre firme. Et les bénéfices générés par les traders compétents sont reversés grâce à l'argent des traders perdants issus des challenges échoués. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à aucun moment, la propre firme, elle va chercher des sous de son capital pour vous les donner quand vous faites des profits dessus. Elle va aller piocher dans les sous qui sont récupérés grâce aux challenges perdus pour payer vos profits à vous. Et en vérité, il y a bien plus de traders qui échouent que de traders qui réussissent en propre firme. Donc le business model, il est ultra rentable pour les propres firmes. Savoir ça et connaître ce mécanisme, en fait, c'est super important parce que ça fait comprendre que les propres firmes ne sont pas vos amis. C'est des partenaires avec qui, en tant que trader, on travaille et c'est tout. Et pour autant, elles ont besoin de traders compétents pour maintenir leur statut et leur renom. Sans ça, il y aurait tout simplement personne qui serait intéressé par leur service. Donc maintenant qu'on détient ces informations, on va aborder les différents types de propres firmes qui existent sur les marchés. En général, dans le langage courant, quand on parle de propres firmes, on fait référence aux propres firmes CFD. Si vous ne savez pas ce que c'est un CFD, grosso modo, c'est un cours financier qui va répliquer le prix d'un actif. Donc typiquement, notre courbe orange là, on va se dire que c'est le cours du Bitcoin. Mais quand on va trader dessus sur une propre firme, on va jamais acheter réellement de Bitcoin. On va acheter un contrat qui réplique le Bitcoin. On va éviter trop rentrer dans le détail parce que ça peut vite devenir un sujet assez long. Si ça vous intéresse, j'en ferai l'objet d'une autre vidéo. On a pas mal parlé des propres firmes CFD comme FTMO, WeGetFunded, FundedNext et d'autres sociétés encore dans la vidéo consacrée aux meilleures propres firmes pour 2026 que vous pourrez retrouver juste en haut à droite et dans la description de la vidéo. Et ces propres firmes, elles comportent souvent plusieurs typologies de comptes. On a le compte en deux phases, qui est un peu le challenge historique en propre firme, dans laquelle il y a une première phase, qui est généralement un challenge un petit peu plus dur, une deuxième phase, dans laquelle c'est une vérification, qui est plutôt simple, et une troisième phase, dans laquelle on obtient un compte financé. Ensuite, il y a les comptes en une phase, où il y a uniquement un challenge à passer, qui du coup est plus dur que le challenge 1 des comptes en deux phases, et ensuite, on obtient le compte financé. Et enfin, on a la dernière typologie de compte, qui est sortie plutôt récemment chez les propres firmes, c'est le compte instantané. Vous payez, et vous avez directement un accès à un compte financé. En général, les comptes en deux phases, c'est les moins chers, les comptes en une phase sont un petit peu plus chers et les comptes financés sont beaucoup plus chers. Ici, j'ai mis 4 petits zéros pour que vous puissiez le comprendre, c'est beaucoup plus cher et les allocations sont plus faibles. Évidemment, pour une propre firme, ici, il n'y a pas de test de vos compétences, donc pour créer une barrière à l'entrée, ils augmentent drastiquement le prix. Il existe un autre type de propre firme que les CFD, c'est les propres firmes futures. C'est un autre système dans lequel on achète un contrat à terme standardisé. En gros, pour éviter le jargon technique, on va prendre un engagement d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé aujourd'hui pour une date donnée dans le futur. Même si dans la pratique, les traders clôturent souvent leur position avant cette date ou la renouvellent. L'avantage de ces comptes, c'est leur positionnement par rapport au marché réel. Les futurs, c'est des produits échangés sur les marchés régulés, comme le CME ou le REX. C'est-à-dire que pour n'importe quelle propre firme future, vous aurez le même graphique au tick près. Là, par exemple, cette courbe orange, pour un actif donné, est la même pour toutes les propres firmes futures. C'est pas le cas des propres firmes CFD, comme on le voyait tout à l'heure, qui simulent le sous-jacent sur le marché réel dans un environnement qui est propre au broker. FTMO va simuler de son côté, Raise My Funds va simuler de son côté, FundedNext va simuler de son côté. Donc les cotations peuvent changer selon les brokers. En certains cas, ces fluctuations, elles peuvent fausser l'analyse technique. Typiquement sur un actif donné, si on pense qu'il y a un high ou un low qui a été liquidé alors qu'il ne l'est pas sur l'actif réel, ça peut complètement fausser votre analyse. Mais évidemment, le contre-coup à tout ça, c'est que profiter des marchés réels, ça a un prix. La propre firme, elle doit obligatoirement payer les flux de données, mais également les serveurs de connexion en bourse comme Rithmic ou Tradovate, ce qui force les challenges à être payés mensuellement par les traders. Globalement, c'est clairement des propres firmes orientées pour des traders expérimentés et principalement les traders avec une stratégie liée au carnet d'ordre qui ont besoin de ces flux de données en temps réel. Mais alors, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que je dois acheter entre une propre firme CFD et une propre firme future? Mon avis, c'est que à part si vous souhaitez vous orienter vers une stratégie spécialisée dans le carnet d'ordre avec tout ce que ça implique, graphique antique, etc., partez sur les propres firmes futures. Mais si vous vous intéressez à l'analyse technique et que vous n'avez pas encore généré, disons, 100 000 euros avec les propres firmes, restez sur des propres firmes CSD fiables. Pour moi, c'est le meilleur moyen de commencer à faire de l'argent en trading. Ça me fait une bonne transition pour vous donner mes conseils pour réussir sur les propres firmes en 2026. J'estime pas avoir la science infuse sur le sujet, je pense que chacun a des expériences différentes, mais je vais vous expliquer ce que j'aurais aimé savoir, moi, avant de me lancer dans les propres firmes. Typiquement, des petites erreurs que j'ai faites et que je vais vous essayer de vous expliquer pour que vous ne perdiez pas quelques milliers d'euros comme j'ai pu le faire à l'époque. Ici, on va pas parler des règles hyper lisibles dans le pseudo-contrat que vous signez quand vous passez un challenge propre firme. L'objectif de profit, s'il est à 8%, il n'y a pas grand chose à discuter sur ce point, ça restera à 8%, mais c'est plutôt sur les petites règles que les
prop firmes ne disent pas forcément très explicitement. La première, c'est celle liée aux annonces économiques. En règle générale, les prop firmes, elles autorisent ou non le trading sur les annonces économiques. Le premier point, c'est de bien se renseigner si elles acceptent, et si c'est le cas, faites une autre recherche pour vérifier si elles acceptent à la fois sur le challenge, autant que sur le compte financé. Certaines prop firmes utilisent ce stratagème pour que vous perdiez votre compte financé rapidement. À mes débuts, j'ai perdu un nombre de challenges et de comptes financés incalculable à cause de ça. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai décidé tout simplement d'arrêter de trader sur les prop firmes qui n'autorisaient pas d'être actifs durant les annonces économiques. C'est exactement la même chose pour les trades le week-end. Si vous laissez une position ouverte pendant le week-end alors que c'est interdit sur votre compte, c'est considéré comme une violation grave et vous pouvez dire au revoir à votre challenge ou à votre compte financé. C'est un peu plus simple de ne pas tomber dans ce piège parce qu'il vous suffit de vous mettre un rappel le jeudi, le vendredi pour être sûr de bien avoir tout clôturé, mais le souci est le même que sur les annonces économiques, ça rogne sur vos performances. Si vous avez une position haussière sur le point de repartir après un long retracement le vendredi, vous pouvez que vous mordre les doigts, clôturer votre position et voir votre trade partir après la clôture. Globalement, je trouve que c'est un cadre de trading dans lequel on n'a vraiment pas envie de trader puisque tu dois constamment te soucier d'autre chose que de tes positions et je trouve ça dommage, surtout dans un contexte où tu débutes, ça rend le trading très frustrant et très contraignant. Le dernier point dont j'entends d'ailleurs jamais personne en parler, c'est le type de drawdown auquel vous allez avoir le droit parce que certaines techniques existent pour rendre ce drawdown extrêmement complexe à gérer. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec la notion de drawdown, je vous mets mon article en description sur le sujet, mais je vais quand même vous expliquer brièvement. Le drawdown, c'est tout simplement une période de décroissance sur votre compte de trading. Là, ici, il est représenté par toutes les petites barres rouges. Dès que vous êtes en décroissance, c'est du drawdown. Dès que vous êtes en croissance, c'est du draw-up. Et ça, les prop firmes, elles ont différentes manières de le calculer. Il va falloir rester bien concentré parce qu'on va faire un peu de maths et c'est vraiment un concept clé dans la gestion de son capital en prop firme. Le plus simple à comprendre, c'est le drawdown statique. C'est celui qui sera toujours basé sur le solde initial et qui ne bougera pas, peu importe si vous avez fait des gains et des pertes. Si on prend l'exemple d'un compte à 100 000 € avec 5% de drawdown journalier et 10% de maximum, qui nous donne le droit de descendre à 95 000 € maximum sur une journée et qui nous donne le droit de descendre à 90 000 € maximum. En dessous de ça, notre compte est perdu. On va imaginer qu'on réussisse à gagner 3 000 $ aujourd'hui grâce à un trade. Vos métriques dans le cadre d'un drawdown statique, elles vont évoluer comme ça le lendemain. Vous aurez le droit de descendre à 97 850 $ maximum sur une journée, ça devient 5% de 103 000. Mais par contre, étant donné que le drawdown est basé sur le solde initial, c'est ce qu'on appelle statique, vous avez toujours le droit de descendre jusqu'à 90 000 $ maximum. Ce qui implique techniquement qu'à ce moment-là, on le voit avec la petite flèche jaune qui représente le solde de notre compte après avoir gagné 3 000 $, on est à 103 000. Techniquement, sur le papier, à ce moment-là, on a droit à 13% de drawdown maximum et plus de 10%. Donc ça, c'est le drawdown statique. Comme j'ai dit, il est calculé sur le solde initial, peu importe que vous perdez ou que vous gagnez des positions. Et en général, c'est celui qu'on préfère. C'est génial de trader avec ce genre de solde parce que ça laisse une marge de manœuvre qui est assez énorme. Là, dans notre exemple, on atteint 13% de drawdown maximum. En général, un bon trader, il va jamais atteindre 13% de drawdown. Donc, on peut considérer que c'est un vrai avantage. Le deuxième type de drawdown, c'est le trailing drawdown basé sur la balance. C'est un peu compliqué à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la balance, c'est la quantité de capital que vous avez une fois que vos positions sont clôturées. Ce que j'entends par là, c'est que si on reprend ce même compte de 100 000 $ et que vous avez une position ouverte en cours en gain de 3 000 $, votre balance reste à 100 000 $ tant que vous n'avez pas récupéré vos profits. Maintenant, imaginons que vous avez réussi à gagner 3 000 $ aujourd'hui grâce à un trade que vous avez clôturé. Vos métriques dans le cadre d'un trailing drawdown basé sur la balance, elles évoluent comme ça. Vous avez le droit de descendre à 97 850 $ maximum. C'est la même chose que sur le compte d'avant. C'est 5% de 103 000. Ça n'a pas bougé. Par contre, étant donné que le drawdown est basé sur la balance et que vous avez maintenant une balance à 103 000 $, vous avez le droit de descendre seulement jusqu'à 92 700 qui représente 10% de 103 000 $. J'espère que vous comprenez la subtilité. Ici, ça revient à dire que c'est constamment 10% de drawdown maximum et que vous aurez jamais plus. Ça, c'est le trailing drawdown basé sur la balance. Il est un petit peu plus contraignant que le drawdown statique, mais c'est honnêtement très gérable aussi. 10% de drawdown maximum, ça laisse une bonne marge. Il n'y a pas trop de problème avec ce drawdown, même si on préfère le drawdown statique. Le dernier type de drawdown, qui est le plus vicieux et qui est vraiment rédhibitoire, si vous voyez une propre firme qui fonctionne comme ça, il ne faut pas y aller, c'est le trailing drawdown basé sur l'equity. En gros, l'equity, c'est là où se situe votre capital en temps réel à n'importe quel moment. Comparé à la balance, c'est plus le moment où vous avez clôturé votre position. C'est pendant toute l'évolution de votre position. À un instant T, votre position est en gain ou est en perte. L'equity est impacté par ça. On va reprendre notre exemple d'avant. Un compte à 100 000 $, 95 000 $ de drawdown journalier et 90 000 $ de drawdown maximum. Maintenant, mettons que vous avez réussi à atteindre une equity à plus de 3 000 $ aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que notre trade, on avait un trade en position haussière et il est monté à plus 3%, donc 3 000 $, avant qu'il se renverse et qu'il nous fasse perdre 1 000 €. Donc, ça veut
veut dire qu'on est monté à 3R et ensuite grosse chute du prix, on a perdu notre trade, on a perdu 1% de notre capital. Nos métriques, dans le cadre d'un trailing drawdown basé sur l'equity, c'est celle-ci. On aura le droit de descendre en dessous de 97 000 850 pour le drawdown journalier et on aura le droit de descendre en dessous de 92 700 pour le drawdown maximum. Ça correspond à 5% et à 10% de 103 000 $. Mais la différence, parce que là, en regardant ça, on peut se dire, mais c'est exactement le même que celui d'avant. Pas du tout. La différence, c'est qu'ici, il est notifié qu'on est allé à 103 000 $. Sauf qu'à aucun moment, on a gagné 3 000 $ sur le challenge. On n'a jamais clôturé notre position. On est juste monté à 3 000 $, on est redescendu et il a pris le point culminant de notre equity et considéré le drawdown à partir de ça. La problématique, c'est que dans cette situation, vous avez déjà perdu 4% sur le drawdown journalier. Alors que vous avez perdu un trade qui, dans le cadre d'un drawdown statique ou d'un trailing sur la balance, vous aurait fait perdre seulement 1% sur le drawdown journalier. Sur le solde, on est pareil, on est tous les deux à 99 000 $. Là, la différence, c'est qu'il y a 4% de trading journalier qui sont impliqués. Donc ça veut dire que si vous faites un trade et que vous perdez votre compte, vous pouvez dire au revoir à votre challenge. Ce type de drawdown, c'est à fortement éviter car c'est un peu le même souci que pour les annonces et pour le week-end. Vous allez constamment devoir rogner sur vos profits parce que vous êtes constamment obligé de déplacer votre stop loss pour éviter de subir une descente trop forte qui vous ferait augmenter drastiquement le drawdown journalier. J'ai travaillé sur des propres firmes où il y avait ce type de drawdown, j'ai pas forcément aimé du tout, ça s'est pas forcément très bien passé, même si j'ai quand même réussi à tirer des bénéfices parce que quand on est très consciencieux, très rigoureux, on peut arriver à des choses sur ce type de drawdown. J'estime que c'est vraiment un piège que les propres firmes tendent aux traders pour qu'ils perdent leur challenge. Par exemple, je sais que chez Funded Next, chez We Get Funded ou chez Top Trader Prime, le drawdown il est statique, c'est pour ça que j'ai beaucoup tradé chez ces propres firmes là. Je vous ai mis dans la description mes avis complets sur ces propres firmes si ça vous intéresse. Globalement, je trouve que c'est un critère que personne ne regarde et qui est pourtant ultra important. Maintenant que vous êtes des professionnels des propres firmes, je vais vous donner un peu mon retour d'expérience et mes conseils plus sur la manière de gérer un compte que sur les paramètres d'une propre firme en elle-même. Je ferai certainement une vidéo plus précise sur ces points-là, mais mon but ici, c'est juste de vous donner 2-3 pistes pour que vous arriviez à bien gérer votre challenge et votre financier. Le premier, c'est d'avoir une stratégie de trading claire. On n'arrive généralement pas en propre firme une semaine après ses débuts. Donc prenez le temps de tester ce qui marche pour vous et surtout, une erreur que beaucoup de débutants font, n'alternez pas chaque mois de stratégie de trading. Testez tout ce qui se fait au début, c'est à ce moment-là que vous pouvez alterner un petit peu pour voir ce qui vous convient le mieux. Mais une fois que votre choix est fait, créez de la data sur cette stratégie, sans relâche, pendant le temps qu'il faut. Des fois, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire 1 an pour certains. Mais vraiment, il faut que vous mettiez toute votre énergie sur une seule stratégie. Si vous vous éparpillez, le problème, c'est que vous allez au final rien maîtriser ou tout maîtriser moyennement, qui au final revient à ne rien maîtriser. Donc vraiment, focus sur une stratégie en particulier que vous avez choisie. De toute façon, la vérité, c'est que toutes les stratégies que vous voyez toutes faites sur Internet, elles peuvent servir de base, elles peuvent vous aider, mais c'est à vous d'utiliser votre cerveau et votre expérience pour la modifier en fonction de ce qui est le mieux pour vous. En général, c'est la data qui va vous permettre de faire ça. Vous backtestez, vous tirez des conclusions et en fonction de ces conclusions, vous ajustez. C'est comme ça qu'on crée un plan de trading. Pour vous donner une idée, ça m'a mis 3 ans avant de valider mon plan de trading. Alors évidemment, je n'ai pas attendu 3 ans pour passer à l'action, mais au bout de 3 ans, j'avais toujours des datas qui me faisaient légèrement pivoter. Même si maintenant je suis plus tourné vers l'expérimental, je vais aller tester de nouvelles choses pour voir comment est-ce que ma stratégie réagit, mais je ne suis plus vraiment dans un processus d'affinage de mon plan de trading. Le second conseil, profitez des comptes démo que proposent les propres firmes. Aujourd'hui, c'est quasiment toutes les propres firmes qui proposent des free trials et il faut que vous abusiez de ça. En fait, ça va vous permettre de vous plonger dans le contexte comme si vous étiez dans un vrai challenge, avec les mêmes règles, les mêmes conditions de challenge, les mêmes plateformes et donc ça va vous permettre de vous imprégner de l'entreprise. Une fois que vous voyez que vous validez 1 ou 2 free trials, si vous en perdez pas 10 à côté bien sûr, tentez un compte propre firme, commencez par une petite allocation pour voir comment ça fonctionne et grimper les échelons comme ça. Idéalement, moi ce que je faisais, c'est que j'achetais des comptes propres firme grâce aux bénéfices que je retirais des autres. Donc si sur mon compte à 10 000 $, j'arrivais à gagner 800 €, j'allais utiliser ces 800 € pour acheter un compte à 50 000 $, etc., etc. Et quand on fonctionne comme ça, on n'a pas forcément l'impression de payer le challenge, donc c'est un petit peu mieux psychologiquement parlant. Enfin, mon dernier conseil qui rejoint le premier, c'est de tenir un journal de trading clair. J'essaierai de vous donner un template dans une prochaine vidéo où j'en parlerai plus profondément, mais c'est ultra important. Même quand vous êtes bien établi en trading, c'est essentiel de continuer sans cesse à comprendre ce qui ne va pas et comprendre ce qui marche aussi pour essayer de forcer dessus un peu. C'est comme ça que même avec un bon niveau, vous continuez à vous améliorer en trading. Et soyez aussi précis que possible. Vous pouvez noter l'heure d'entrée, est-ce que c'est la session de New York, de Londres, est-ce que vous êtes entré en short, en
longue, avec quelle confirmation vous êtes rentré, quelles sont les confluences liées à votre analyse, etc. etc. Et peut-être que vous vous rendrez compte que vos trades à 3R de ratio risk-reward vous rapportent plus que vos trades à 5R, et à ce moment-là, songez à adapter votre plan en conséquence. La conclusion, c'est d'être acteur à la fois de sa réussite, mais à la fois des optimisations constantes de votre stratégie sur les marchés financiers. Surtout dans un milieu comme les propres firmes où la rigueur, c'est vraiment la clé. Sans cette rigueur et ce sérieux, vous n'allez pas forcément réussir à grand-chose en propre firme. J'imagine que maintenant, la question que vous vous posez, c'est, en sachant tout ça, dans quelle propre firme est-ce que vous devez aller? Donc, je vous renvoie directement dans la description vers mon guide comparatif des meilleures propres firmes pour l'année 2026. Mais on va quand même en discuter un petit peu avec un tableau comparatif que j'ai fait, qui va nous permettre de voir les critères dans lesquels chacune des propres firmes se démarque l'une de l'autre. Même si dans l'idée, si vous êtes débutant, je vous conseille fortement de vous orienter vers Funded Next, vers We Get Funded ou encore vers SabioTrade. Donc on va pouvoir passer à notre petit bilan. Le but, c'est qu'on ait un tableau sous cette forme où on va pouvoir voir un petit peu pour chaque typologie de critères. On va voir que là, on a les coûts des challenges, la variété des comptes, etc. Quelle propre firme se positionne le mieux sur ces critères-là? Donc à chaque fois, je vous mettrai dans la description, si vous voulez, une offre en cours chez la propre firme et également mon avis complet sur la propre firme si j'en ai formulé un. Donc on va passer un petit peu sur chaque détail. Donc on va commencer par le coût des challenges. Chaque fois, je vous ai mis des petites couleurs. Quand c'est rouge, c'est que c'est une des pires propres firmes sur ce critère-là. Et quand c'est vert, ça veut dire que c'est une des meilleures. Évidemment, il peut y avoir des variations. Je dis pas que par exemple ici chez Blueberry Funded, c'est les comptes les moins chers sur tous les marchés des propres firmes. Je dis qu'en moyenne, sur les prix des comptes, on sera un petit peu moins cher chez Blueberry Funded. Donc globalement, on peut voir qu'au niveau des prix des challenges, que ce soit chez Funded Next, chez Blueberry Funded, chez We Get Funded, chez SabioTrade ou chez TopTrader Prime, on a quand même des notes qui sont globalement très très bonnes. Il y a uniquement chez FTMO où les notes sont mauvaises. On en a déjà parlé, mais FTMO, c'est une propre firme qui va beaucoup jouer sur sa fiabilité et le fait qu'elle existe depuis des années maintenant pour avoir des prix bien supérieurs à la moyenne. Bien qu'aujourd'hui, il y a des offres quand vous avez jamais tradé chez FTMO qui vous permettent d'obtenir des comptes à des prix réduits. Donc ça peut être intéressant si vous avez jamais ouvert de compte chez FTMO. Pour la variété des comptes, là, on va noter sur la multitude de typologies de comptes que proposent les propres firmes. Par exemple, chez Funded Next, il y a une très bonne note parce qu'elle propose des propres firmes en une phase, en deux phases. Par exemple, chez Blueberry Funded, je crois qu'il y a 8 ou 9 challenges propres firmes disponibles. Donc, c'est des propres firmes qui sont très versatiles au niveau des challenges et où tous les traders vont pouvoir se retrouver. Si on regarde un peu chez We Get Funded, variété des comptes à 7.4 parce qu'il y a uniquement des comptes en deux phases et en une phase. Il me semble que si vous êtes adepte des comptes instantanés, We Get Funded va bientôt ouvrir son marché à cette typologie de compte, mais pour l'instant, ça n'existe toujours pas. SabioTrade, ici, elle a que 6,5 sur 10, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule variété de comptes qui existe. Ça va être des comptes en une phase et elle propose aucune autre typologie de compte, pas de deux phases, pas de instantané. Donc c'est un petit peu complexe de bien les placer là-dedans. Maintenant, c'est une note qui est en rouge. Évidemment, si vous êtes intéressé par les comptes en une phase, ça va être une excellente option quand même. Et chez TopTrader Prime, on a des comptes en deux phases, des comptes en une phase, des comptes instantanés. Donc il y a aussi la possibilité de s'y retrouver pour tous les traders. Au niveau de la flexibilité du challenge, pour moi, c'est peut-être une des métriques les plus importantes. Ça va représenter à quel point est-ce que le challenge propre firme est simple à passer ou pas. On voit que chez Fundenex, c'est très bon avec une note de 8,6 sur 10. Ça provient de leur objectif de profit ultra réalisable et surtout de leur autorisation de trader les annonces économiques, de leur autorisation de tenir ses positions le week-end. C'est des choses qui rentrent en compte dans notre analyse de la flexibilité du challenge. Chez FTMO, on l'est un peu moins. Chez Blueberry Funded également, parce qu'il n'y a pas la possibilité de trader les annonces économiques. J'en ai déjà beaucoup parlé sur mon site Trading Education que je vous remets en description. Selon moi, c'est très important d'avoir un compte propre firme qui accepte les annonces économiques parce que ça va vous éviter les violations de compte avec les propres firmes qui ne les acceptent pas quand vous clôturez un trade 2 minutes avant ou après une annonce. C'est pour ça que j'enlève beaucoup de points en général quand je vois pas d'accès aux annonces économiques. Chez FTMO, si vous êtes orienté vers le swing trading ou l'intra-week, il n'y aura pas de souci. FTMO, ils ont un compte swing pour ça, qui réduit le levier, mais qui permet aux traders un petit peu plus long terme d'avoir accès au trading sur annonce économique, mais également de tenir ses positions le week-end. Chez We Get Funded, on a également la possibilité de tenir ses positions le week-end, mais pas la possibilité de trader les annonces économiques. C'est le même souci. Chez SabioTrade, on a aussi une note assez basse. C'est un des challenges les plus compliqués à passer. On a seulement 6% de drawdown maximum pour 10% d'objectif de profit. Donc, c'est pas beaucoup comparé aux autres qui sont plutôt à 10% de drawdown pour 10% de profit. Donc, c'est assez compliqué d'obtenir un challenge chez SabioTrade. Après, il faut remettre ça dans le contexte. Chez SabioTrade, il n'y a que des comptes en une phase. Donc, vous n'aurez pas à passer une deuxième phase dans laquelle il faut réaliser 5% de profit. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Ici, j'ai mis une note assez dure. Je pense que je pourrais la remonter pour ce fait-là. Mais si on parle purement en termes de statistiques, les challenges chez SabioTrade
trades quand vous débutez vont être plus compliqués à passer. Chez Top Trader Prime, j'ai mis une note de 7,6 sur 10 parce que c'est un challenge qui est globalement passable, mais qui reste un petit peu compliqué au vu du drawdown maximum. Il est à 8% pour 4% de drawdown journalier et tout ça pour faire un objectif de 10%, même si c'est pas non plus inquiétant. En termes de taille de l'allocation, vous le comprenez bien, c'est quelle est la fourchette de comptes financés qu'on peut obtenir chez ces différentes propres firmes. Donc par exemple, chez Funded Next, on va être entre 6 000 $ et 200 000 $, là où chez FTMO, on va être entre 10 000 $ et 200 000 $. Même fourchette chez Blueberry Funded que chez FTMO. Chez We Get Funded, ils ont clairement augmenté ça en proposant un compte à 400 000 $. Donc c'est une des rares propres firmes à dépasser les 200 000 $. Même si on va le voir sur cette page-là, toutes les propres firmes dépassent les 400 000 $. Chez Sabio Trade, on a la possibilité de trader jusqu'à 650 000 $. Donc ça, c'est plutôt énorme. Et chez Top Trader Prime, ce qui lui vaut la meilleure note de 9,8 sur 10, il propose une allocation jusqu'à 1 million de $, ce qui est extrêmement rare en propre firme. On voit pas ça souvent, surtout pour des propres firmes francophones. Donc c'est pour ça qu'on lui a mis la meilleure note. Au niveau du spread et des commissions, j'ai réalisé beaucoup de tests sur les différentes propres firmes dans lesquelles je relevais le spread à un moment précis, dans lequel il n'y avait évidemment pas d'annonce économique ou de sujet majeur sur les marchés. Et les commissions, c'est tout simplement écrit dans les conditions d'utilisation de chaque propre firme. Donc j'ai fait un petit mélange des deux, je les ai comparés pour voir quelle propre firme ressortait les meilleures possibilités. Donc on voit que chez Funded Next, c'est pas forcément la meilleure. Ici, là où ça pêche, c'est surtout sur les commissions qui peuvent être assez chères. Chez FTMO, par contre, on a un spread qui est extrêmement bas. Ce sera le spread qui est le plus bas de chez toutes les propres firmes que vous voyez. Chez Blueberry Funded, on a des commissions qui sont particulièrement chères. Ici, le spread est plutôt raisonnable. C'est vraiment les commissions qui montent jusqu'à 7 $ par lot pour le Forex. En général, on est plutôt à 3-4 sur les autres propres firmes. Donc c'est assez conséquent. C'est ce qui lui a valu la pire note. Chez We Get Funded et chez Top Trader Prime, on est un petit peu dans la moyenne. On a des commissions et des spreads abordables. Et chez Sabio Trade, c'est un peu particulier. Ils ont une politique de zéro commission. Donc on pourrait se dire génial, pourquoi ils sont pas premiers? Parce qu'en fait, ce zéro commission, ils le récupèrent énormément dans le spread, particulièrement élevé chez Sabio Trade. On peut avoir des spreads qui sont assez fous, notamment sur le Forex. Donc ça peut rendre la tâche un peu compliquée. C'est un peu pour ça qu'on a mis la pire note entre Sabio Trade et Blueberry Funded. Pour le système de paiement, ce qu'on a regardé, c'est à quelle vitesse on va pouvoir demander un premier paiement, à quelle vitesse on va recevoir le deuxième paiement, le troisième paiement, le quatrième paiement, etc. Les moyens de vous payer, il y a certaines propres firmes qui autorisent la crypto, d'autres non, de renvoyer sur un broker, d'autres non. Donc chez Funded Next, on est sur un système de paiement assez classique. Le seul bémol ici, c'est vraiment leur premier retrait à 28 jours. C'est assez long, 28 jours pour un premier retrait. Maintenant, je pense que ça posera pas forcément de problème pour la majorité d'entre vous, mais c'est à notifier quand même. Chez FTMO, on est à 14 jours de retrait, que ce soit le premier ou les autres. Donc pour ça, c'est plutôt un bon élève. C'est un peu mieux que la moyenne. Il y a beaucoup de propres firmes qui sont à 28 et qui du fait faut augmenter cette moyenne. Et chez FTMO, vous avez même la possibilité de retirer votre argent sur Skrill. Il y en a peut-être certains que ça intéressera. Chez Blueberry Funded, on est pareil que chez FTMO, à 14 jours, que ce soit le premier retrait ou les seconds retraits. Il y a aussi la possibilité de mettre son argent directement sur le broker Blueberry Market. Il faut savoir que Blueberry Funded, en fait, c'est une filiale d'un broker qui existe déjà, qui s'appelle Blueberry Markets. Donc c'est possible de juste transvaser son argent entre le broker et la propre firme, ce qui peut être intéressant si vous faites du trading sur compte propre. Enfin, chez We Get Funded, c'est assez moyen. Ici, il est à 6,7. Le problème du système de paiement chez We Get Funded, ça va être 30 jours avant le premier paiement et 15 jours avant les autres paiements. Pour vous donner une idée, il n'y a aucune propre firme qui monte au-delà des 30 jours à part We Get Funded, c'est pour ça qu'on a mis la pire note. Chez Sabio Trade, il y a un excellent système de retrait. On peut demander son premier retrait en 0 jours. C'est directement sur demande une fois que vous remplissez les critères d'éligibilité, que ce soit au niveau des bénéfices ou au niveau de la gestion du compte. Et le second retrait, il arrive après seulement 7 jours également, donc il y a la possibilité de demander énormément de retraits dans le mois, jusqu'à 4. Ici, je crois bien que j'ai inversé. C'est plutôt Sabio Trade qui devrait être à 8,9 sur 10 plutôt que Top Trader Prime, parce que Top Trader Prime, elle est plutôt comme FTMO, comme Blueberry Funded, c'est-à-dire qu'elle va proposer un premier retrait en 14 jours, les seconds retraits également en 14 jours, et que vous avez la possibilité de récupérer votre argent en virement bancaire ou en crypto. Je crois qu'ici, dans notre top, c'est toutes les propres firmes qui autorisent au moins ces 2 retraits. Maintenant que vous savez tout ça, je vous remets dans la description le lien vers mon comparatif des meilleures propres firmes avec le site de chacune des propres firmes si vous êtes intéressé. Et j'espère que j'ai pu vous aider et vous faire comprendre que les propres firmes, certes, c'est un milieu de requins, mais en toute honnêteté, qu'avec de la rigueur et du travail, ces sociétés, elles peuvent aussi devenir vos meilleurs amis. Si vous estimez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra en parler. Merci de liker et de commenter pour l'algorithme, ça permet de donner de la force à cette chaîne et aux gens qui y contribuent. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.